Bonjour à tous, merci de nous accueillir, on est vraiment ravis d'être là. Donc je suis Thomas Poulain, j'ai la grande chance au sein de Google France de m'occuper du partenariat avec certaines des startups les plus intéressantes et les plus vibrantes de la scène française. Aujourd'hui, pour illustrer les propos de Luigi, j'ai la chance d'être avec une startup vraiment fantastique, en l'occurrence Mano Mano, vous en avez entendu parler, et je suis avec Maxime Debaillon, qui est responsable acquisition et data chez Mano Mano. Alors, avant une petite intro de Maxime, enfin une intro d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous faire un petit elevator pitch de Mano Mano pour remettre tout bien dans son contexte? Bien sûr. Alors, Mano Mano est une start-up technologique qui veut démocratiser les projets de bricolage en Europe. Et alors, généralement, lorsque j'assemble technologie et bricolage dans la même phrase, ça semble un peu contre nature aux gens. Et en fait, parce que tout le monde a en tête des expériences assez soit traumatisantes, soit un peu ennuyeuses, et en tout cas très très loin de la fluidité qu'on a d'habitude sur le web. Et donc en fait, c'est un secteur qui en effet n'a pas beaucoup évolué les 50 dernières années. Et on pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc on a été créé il y a 4 ans. On a ouvert les 2 dernières années dans 5 pays d'Europe. Et donc l'année dernière, on a fait 90 millions de chiffre d'affaires. Et cette année, on devrait faire environ 300 millions. Et alors cette croissance est notamment liée au fait qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde, notamment sur la partie data. Croissance absolument incroyable. Alors, ouais, on a quelque chose qui nous frappe toujours chez Google, donc avec Luigi, avec François, avec toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec Mano Mano. C'est vraiment cette culture très très forte autour de la data. C'est limite obsessionnel dans le bon sens du terme, à tel point qu'on se dit parfois que votre métier principal, c'est la data et pas le bricolage. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez au quotidien? Alors c'est la data au service des gens qui bricolent. En fait, pour nous, le retail est en train de vivre une énorme transformation, sans doute plus importante encore que l'invention du supermarché il y a 60 ans. Et le web n'est pas juste un nouvelle interface qui permet d'être un peu plus pratique, peut-être d'avoir un peu plus de choix et payer un peu moins cher. Pour nous, c'est pas une révolution web, c'est vraiment une révolution technologique. Et on est persuadé qu'on peut rendre l'expérience client 10 fois meilleure que le retail, le physique, particulièrement dans le bricolage. Alors l'exemple, c'est imaginez vous avez une fuite d'eau derrière votre plan de travail dans votre cuisine, donc vous allez chercher à démonter tout ça, vous allez démonter les tuyaux, le lavabo, etc. Vous allez extraire votre morceau de tuyau, vous le mettez dans votre Twingo, vous allez un samedi matin dans la grande surface de bricolage proche de chez vous, là vous trouvez un vendeur qui vous explique qu'en effet la fuite est bien là, qu'il vous faut telle rondelle, qu'elle est dans l'allée 18B au fond du magasin. Vous récupérez votre rondelle, vous allez à la caisse, vous payez, vous revenez, vous réassemblez tout le bazar et puis à la fin, bon, vous avez réussi à résoudre votre problème, mais ça vous a pris beaucoup de temps et c'était une expérience assez douloureuse. Et en fait, nous, notre vision, c'est plutôt, vous prenez votre téléphone, vous filmez sous votre évier, là vous avez un conseiller qui vous dit, bon, bah, la fuite est à tel endroit, vous avez besoin de telle rondelle, voilà le lien pour l'acheter, elle arrive 24 heures plus tard chez vous, et vous avez aussi reçu un tutoriel et la liste des outils dont vous avez besoin pour être sûr que vous n'avez rien oublié, et éventuellement vous avez même été mis en contact avec un Supermano, donc c'est un service où des particuliers très bons bricoleurs peuvent venir vous aider si jamais vous vous sentez pas capable de faire le bricolage que vous souhaitez faire. Donc en fait, la data est un peu la matière qu'on travaille. D'accord, alors je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière autour de la création de Mano Mano et que tu nous expliques un peu si en fait cette obsession, ce focus très fort sur la data, c'est quelque chose, c'est un choix originel, c'est vraiment l'étude du marché et la décision stratégique d'aller disrupter le marché par la data, ou au contraire, c'est plutôt le fruit de virages un peu plus tactiques, de pivots potentiels à certains moments, et de réalisation que la data est en fait la seule manière que vous allez avoir pour y arriver. Alors en fait, je dirais que c'est une sorte de virage stratégique qui a eu lieu au tout début de Mano Mano.
En fait, au moment où la place de marché commençait à bien fonctionner, on a eu une envolée des fraudes qui devenaient assez dangereuses pour le modèle économique. Et alors à l'époque, on avait un prestataire qui nous faisait payer très cher ses services et qui marchait très mal et qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui. On s'est dit, en fait, justement, on a une espèce de tropisme do-it-yourself, un peu bricolage dans l'entreprise. Et on s'est dit, on va essayer de construire une solution adaptée à notre problème. Et il s'avérait que les algorithmes qu'on avait construits fonctionnaient très très bien et que c'était un succès. Donc on a continué en fait à tirer le fil et au fur et à mesure, on a réussi à construire tout un écosystème de données assez agile et maintenant aujourd'hui extrêmement puissant, strate par strate. Et donc aujourd'hui, par exemple, ça nous permet de gérer toute notre acquisition dans 5 pays, avec, dont des pays dont on ne parle pas la langue, sur 30 canaux d'acquisition différents à peu près dans chacun des pays, avec une seule personne qui gère ça. Alors il clique extrêmement rapidement parce que il est très très bon en Counter-Strike, mais malgré ça, c'est cette espèce d'assemblage machine-humain qui fonctionne très bien. Alors au-delà du recrutement de profils de gamers, est-ce qu'il y a une traduction un peu plus organisationnelle de ce centrage autour de la data? En gros, est-ce que vous êtes structuré différemment des autres acteurs du marché? Il y en a d'autres sur le bricolage en ligne ou des acteurs plus traditionnels. Est-ce qu'il y a une recette magique autour de cette structure? Alors la réponse honnête, c'est que ça évolue en permanence, qu'on est aussi assez agile dans notre organisation. Vous connaissez probablement tous le schéma collecter de la donnée, l'opérer et l'activer. Et donc nous, en fait, on prend toujours les problèmes par la fin, c'est-à-dire l'activation, on cherche ce qu'on veut faire et on va construire l'équipe autour pour pouvoir faire le projet le plus efficacement possible. Après aussi, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, quasiment plus aucune équipe n'utilise pas d'outils d'intelligence artificielle ou de data pour son activité et pour servir au mieux le client. Et je pense qu'à la fin de l'année, ce sera la totalité des équipes. Alors, ma prochaine question, elle va être assez vaste. Donc, petit challenge pour arriver à la centrer. Vous avez une culture très data-centrique. Si je ne dis pas de bêtises, entre début 2016 et début 2017, vous avez triplé la taille de l'entreprise. Donc, vous êtes passé d'une trentaine de personnes à, si je ne dis pas de bêtises, 130 ou 140 personnes aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé à garder cette culture forte et solide, malgré une croissance absolument incroyable? Alors en fait, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire comment on aurait pu faire une telle croissance sans une culture data solide. En fait, pour garder une agilité importante à cette taille, on pense qu'il y a vraiment deux choses qui sont absolument nécessaires. La première chose, c'est la vision, donc sans cesse la répéter aux équipes et que tout le monde soit aligné dans la direction où on veut aller. Et la deuxième, c'est un liant entre les équipes. Donc ce liant, c'est la data, justement, parce que aujourd'hui, mano mano, finalement, la majorité des gens ont moins d'1 an d'ancienneté. Et si on s'appuie sur la tradition orale, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, les gens ne peuvent pas prendre de décisions justes et informées. Et donc, on insiste énormément sur la donnée. Donc ça a l'air très facile comme ça. J'imagine qu'il y a eu des gros challenges dans le process. Qu'est-ce qui a été très difficile et que vous avez, ou que vous êtes en train d'essayer de régler, ou que vous avez déjà réglé? Alors en fait, l'évolution d'une trentaine de personnes à un plus de 100 personnes est extrêmement intéressante parce qu'on voit vraiment un changement. Alors au début, quand tout le monde est dans la même pièce, c'est très facile. Et après, comment on fait pour mettre 100 personnes dans la même pièce? Alors il y a deux choses. La première, c'est la démocratisation de la donnée, c'est-à-dire tout le monde a accès à toute la donnée ou quasiment toute la donnée. Et donc ça, c'est une constatation qui est arrivée. En fait, au début, on avait des data analystes ou data scientists qui faisaient les analyses pour la plupart des personnes. Et puis à un moment, en fait, c'était pas très efficace comme processus parce que les gens faisaient des demandes d'études, l'analyste faisait toute son étude, rendait ses résultats, et il y avait généralement une notebook parce que les besoins étaient mal exprimés, les gens ne comprenaient pas exactement la donnée, etc. etc. Et donc on s'est dit, en fait, on va faire un espèce d'acte de foi où tout le monde va avoir accès à tout. Et clairement, les avantages business, le fait que chacun puisse comprendre
parce que lorsqu'on devient 130, la machine est beaucoup plus complexe que lorsqu'on était 30. Puisse comprendre en fait bien sa part de la machine et maîtriser les données dans cette partie-là, ça change vraiment tout. Alors, une fois que vous avez rendu la donnée accessible, vous avez un deuxième problème qui se pose, c'est la formation. Vous avez alors pour faire une bonne équipe, il faut un peu tous les profils, donc du data scientist hardcore à l'expert en communication. Les uns auront plus ou moins de facilité à apprendre le SQL, par exemple. En fait, on voit ça un peu comme une sorte de l'anglais pour la génération de nos parents. C'est-à-dire que vous pouviez ne pas parler anglais et faire des très belles carrières il y a 30 ans, mais c'était assez dommage, parce que vous ratiez toute une partie de la réalité et de la compréhension de votre environnement autour de vous. Ben là, c'est un peu la même chose, comme pour une langue vivante. Vous pouvez avoir un niveau qui va de juste alimentaire à j'écris des pièces de théâtre, mais en tout cas, c'est indispensable aujourd'hui de s'y intéresser. Et c'est de plus en plus utilisé, même en politique. On le voit tous les jours. Un skill très important. La question suivante est plutôt autour de l'innovation, qui est forcément au cœur des startups. Comment vous l'approchez chez ManoMano, qu'elle soit juste incrémentale au service du client ou un peu plus large et un peu plus transformationnelle? Et quel est le rôle de la data par rapport à ça? Alors la data va justement être ce qui rend possible l'innovation, c'est-à-dire que le besoin va évidemment naître de l'observation du client, alors avec une partie data évidemment, mais aussi une partie concrète de vivre l'expérience. Une fois que les besoins sont identifiés, l'innovation va être parce qu'on peut répondre à ces besoins avec des outils que très peu ou personne n'a avant nous, et donc répondre de manière unique et avec un apport de valeur. Alors après, une fois qu'on a ça, il y a aussi la question de l'environnement qui est extrêmement importante. Pour nous, ça s'appuie sur 4 grandes parties. Bon, le premier, j'en ai déjà parlé, c'est l'ouverture de la donnée pour tout le monde. Après, c'est des systèmes de communication ouverts. Donc, on utilise Slack, évidemment. Les wikis internes aussi sont extrêmement pratiques. Quelque chose que tout le monde peut modifier et peut enrichir. Donc, non structuré, ça fonctionne relativement bien. Une culture de la bienveillance. En fait, quand vous innovez, vous vous trompez, vous êtes assez vulnérable. Vous ne savez pas, en fait, où vous allez. Et le fait d'avoir des gens qui peuvent partager de manière assez apaisée, ça permet de générer vraiment des énormes avancées. Là, sur les grosses innovations qu'on a fait l'année dernière, clairement, il n'y en a aucune qui soit l'œuvre d'une seule personne. C'est toujours des collaborations. Et le dernier point, c'est évidemment une culture du risque, c'est-à-dire, évidemment, on se trompe souvent et c'est pas grave. Et alors, pour illustrer ça un peu, c'est... exemple, dans le bricolage, vous avez un énorme problème qui est la compatibilité de ce que vous allez acheter. Exemple, vous avez un tuyau et un coude. Et ben, si vous avez un tuyau de 12, il vous faut un coude de 12. Et alors, des tuyaux, vous avez des dizaines de matières possibles, des dizaines de formes possibles, des dizaines de diamètres possibles. Et donc, vous avez un problème de compatibilité énorme. Bon, ça, c'est le besoin client. Il est assez facile à comprendre. Et la réponse, en fait, ça va être toute une infrastructure data avec des moteurs de recommandation un peu particuliers qui nous permettent justement de faire ces assemblages correctement et de transformer l'expérience client. Alors ma prochaine question, on va se reconcentrer un tout petit peu sur ton job, sur ton day-to-day. Tu es responsable acquisition et data. Tu viens nous expliquer que la data avait un rôle absolument fondamental et central dans l'entreprise. Et pourtant, la data est à l'acquisition aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif et pourquoi ça vit de cette manière aujourd'hui? Alors en fait, on évolue en permanence, donc tous les trimestres à peu près, nos postes changent. Là, il se trouve que c'est surtout pour des raisons historiques. C'est-à-dire que l'acquisition était le premier domaine où on a fait des gros algorithmes, parce que pour une place de marché, atteindre la masse critique est vraiment un enjeu majeur lorsqu'on se lance. Et donc on a énormément de produits parce qu'on fait du bricolage, donc on a 1,5 million de produits, c'est gigantesque. Et donc il fallait, en plus on vend ça dans des pays dont on ne parle pas la langue, donc on avait des besoins d'automatisation assez évidents. À partir de là, c'est constitué une équipe assez spécialisée de traitement de la donnée. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Et en fait, là, on s'est aperçu qu'on pouvait générer de la valeur un peu partout dans l'entreprise. Et aujourd'hui, 80% de nos efforts de R&D concernent l'amélioration de l'expérience client plutôt que l'acquisition. Alors après, on continue bien sûr à faire des trucs en acquisition. Mais... Alors justement, en acquisition,
On parlait tout à l'heure de 0 à 300 millions de chiffre d'affaires, donc de BV pour une marketplace sur un horizon, enfin un timelapse de 4-5 ans en fait. Comment vous avez fait parce que c'est des taux de croissance qui sont absolument phénoménaux, qui sont rarement vus. Quelle est l'explication? Est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce que vous avez une approche particulière autour de la data qui vous a permis de décoller? Alors en fait, on a un tropisme DIY, donc on adore en fait aller explorer les solutions de nos partenaires le plus loin possible, que ce soit AdWords, Facebook, Google Analytics, etc. Donc vraiment aller explorer les recoins cachés. On a une vision test massif en permanence. Donc, vous connaissez probablement tous la méthodologie high tempo testing. C'est quelque chose d'assez efficace pour pouvoir apprendre rapidement, qui est le principal enjeu d'une startup. Et puis, il y a aussi la partie automatisation et flux, qui est très importante parce que énormément de produits, et pour être efficace, vous ne pouvez pas le gérer humainement. Vous ne pouvez pas gérer 1,5 million de références et mettre la bonne référence en face de la bonne personne de manière manuelle. Exactement. Et alors, donc là, on a beaucoup parlé de l'écosystème ManoMano, qui est en fait votre écosystème interne, et de la nécessité de décloisonner la data et de la rendre accessible à tous. Comment vous gérez votre écosystème de partenaires? Donc quand on regarde un peu par la fenêtre, vous avez plein de sociétés qui vous aident, des prestataires différents, des différents services. Comment vous gérez la data par rapport à ces prestataires, à ces partenaires? Alors, en fait, une partie de notre travail est un peu de construire un moteur, c'est-à-dire qu'on a la partie interface qui est ce que voit le client, et puis il y a toute la partie immergée de l'iceberg, et qui est si l'interface est la carrosserie, la partie data et le moteur. Et pour construire un moteur, vous avez le choix entre repartir à zéro pour toutes les pièces, donc partir du champ de coton pour faire votre filtre à air et après l'intégrer dans votre moteur, ou alors de récupérer des pièces sur étagère, et la valeur va être créée parce que vous allez réussir à assembler les bonnes pièces aux bons endroits et que vous allez créer un moteur, une machine performante. Et donc on voit un peu nos partenaires comme une sorte de magasin de pièces détachées. Et alors après, avec certains d'entre eux, on arrive à créer des sortes de bulles de confidentialité dans lesquelles on va pouvoir leur expliquer justement sur cette partie-là du moteur qu'est-ce qu'on essaye de faire, comment on voit la chose, qui permet de leur poser de partager les objectifs, partager de la donnée, partager parfois du code, et réussir grâce à ça à faire une sorte de R&D en équipe étendue, c'est-à-dire avec une partie des équipes de nos partenaires. D'accord. Alors il nous reste 2 petites minutes. Et puisqu'on a la chance d'avoir une très belle audience et probablement beaucoup de startups dans la salle, la dernière question pour toi, c'est quelle leçon, quel apprentissage, quel retour d'expérience à partager, quel conseil à donner si tu en as un pour notre audience aujourd'hui? Alors je pense que le secret, c'est le bricolage, et que, en tout cas à ManoMano, on croit que tout le monde peut bricoler. Quand je dis bricolage, en fait, c'est ce côté à la fois technique et créatif, c'est-à-dire qu'en permanence, quand vous bricolez, vous avez des choses imprévues, vous allez faire une œuvre généralement sur mesure, un prototype, et qui n'est pas standard, et vous allez rencontrer évidemment des tas et des tas d'oppositions, de choses qui ne se passent pas comme prévu, et là vous avez justement tout un côté créatif. Et la partie tout le monde peut bricoler, c'est de dire en fait que votre niveau, la data science, l'analyse data est un peu la LV2 de notre décennie, ou en tout cas peut-être même du siècle qui vient, et que c'est indispensable en fait que toutes les équipes soient formées, parce que c'est trop dommage de laisser ça juste à une seule équipe. En silo donc. En silo donc. En silo, exactement. Merci beaucoup Maxime. On a fini pour ce petit jeu de questions-réponses. Si vous voulez en savoir plus au sujet de ManoMano, il y a eu un très bon reportage sur France 2 dans l'émission Tout compte fait, qui est passé il y a probablement 3 semaines, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Donc je vous engage à aller le voir, avec un traitement, une fois n'est pas coutume, très bienveillant et positif d'une belle start-up web qui vient révolutionner une industrie un petit peu poussiéreuse. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Luigi. Merci. Et alors... Message de service. Pour passer un tout petit message de service. En fait, on est en grosse expansion, donc on recrute beaucoup.
Et on cherche des développeurs PHP, des data scientists, des data engineers. Donc si ces domaines vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou venir me voir après la présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs.